Donc, la dernière fois, on avait parlé des états intriqués, on n'avait pas tout à fait fini. Je voudrais finir rapidement pour pouvoir commencer le troisième chapitre. Je vous rappelle la construction de l'espace des états quand vous avez deux systèmes, un système composé de deux sous-systèmes. Premier sous-système associé à l'espace des états H1, le deuxième à l'espace des états H2, donc espace de Hilbert muni d'un produit hermitien. Et on forme l'espace des états du système complet par produit tensoriel. Et j'avais expliqué précisément ce qu'était le produit tensoriel. J'ai également dit comment on passait du produit hermitien, que je peux appeler peut-être H1 dans le premier espace d'état, et du produit hermitien H2 dans le deuxième état, au produit hermitien H dans le dernier état. Alors, je l'ai dit implicitement, j'ai eu des questions à la fin du cours qui m'ont fait penser que je devrais l'expliquer très précisément. Donc, ça, c'est le produit hermitien qui réalise le produit scalaire entre deux vecteurs d'état du premier sous-système. Hein, donc, si vous avez H1, si vous avez deux états, je vais les appeler Φ1 pour la première particule et Psi1 ou je sais pas. Non, Φ2 pour la deuxième particule, voilà. Donc ce produit hermitien qui réalise le produit scalaire entre les deux vecteurs, qui permet de comparer en quelque sorte les deux vecteurs. Donc ça, c'est ce qu'on note, comme ceci, d'accord? C'est le produit hermitien. Alors je mets les indices, enfin les superscripts 1, mais là on est dans un seul espace, d'accord? Voilà le produit hermitien, le produit scalaire dans... Et on a une base orthonormée ici, dans cet espace-là, que j'avais noté EI, oui. Ah oui, merci. Donc là, j'ai l'espace de la première particule, avec donc l'espace des états, les vecteurs, le produit hermitien, et une base orthonormée de cet espace-là. Et puis j'ai le deuxième sous-système, avec son propre produit scalaire, bien sûr, donc qui prend deux vecteurs d'état et qui en fait un autre, donc H2, qui fait un nombre complexe. Donc celui-là, je vais l'appeler Psi1 de la deuxième particule, Psi2 de la deuxième particule. Et donc ce produit hermitien, c'est le bras fois le ket, donc Psi1, 2, Psi2, 2, d'accord? Et j'ai une base orthonormée que j'avais notée, je crois, FJ, J dans J. Alors les deux espaces sont ce qu'ils sont. Hein. Après, on avait vu le cas particulier de deux espaces, enfin de deux qubits, donc c'était la même dimensionnalité de l'espace, mais pas nécessairement. Donc à partir de ces deux espaces, on forme l'espace produit tensoriel. Et on avait vu qu'une base orthonormée de cet espace produit tensoriel, c'était la base qu'on avait notée EI1 croix FJ2. D'accord? Et je vous ai dit, ce produit, dire que ça c'est une base orthonormée, donc pour I et J dans I croix J, bien sûr. Hein, c'est là qu'on voit que la dimension de l'espace produit tensoriel est le produit des dimensions des espaces individuels. Je vous avais dit que dire que ça, c'est une base orthonormée, ça permet de spécifier entièrement le produit hermitien associé, puisque n'importe quel vecteur de cet espace-là se développe comme une combinaison linéaire de ces nombres-là, enfin de ces vecteurs-là, et par conséquent, le produit scalaire de n'importe quel couple de vecteurs phi pour la particule, alors Φ1 pour la particule 1, en fait,
On va faire ça comme ça. A. Oui, alors dans le cas général, somme... il y a toujours des problèmes de notation. EI croix FJ, et puis somme, donc sur IJ, de bêta IJ, EI croix FJ. Ça, ça se développe par ces squilinéarités. Et donc, c'est semi-linéaire c'est semi-linéaire à gauche, linéaire à droite. Et par ailleurs, ce produit scalaire, lui avec lui, si vous voulez, je peux mettre KL, c'est pareil. Les indices muets, mais peut-être vous verrez mieux. Ce produit scalaire, lui avec lui, c'est 0 si ce n'est pas le même couple d'indices, et 1 sinon. Et donc, ceci donne simplement somme sur I et J des alpha IJ étoile bêta IJ. Si K n'est pas égal à I, ça fait 0. Si L n'est pas égal à J, ça fait 0. Donc, ça définit, dire que ça c'est orthonormé, ça définit entièrement le produit hermitien. Et une chose que j'avais utilisée, sans peut-être l'expliciter complètement, c'est que dans le cas particulier où on fait le produit scalaire entre deux vecteurs qui sont séparables, c'est-à-dire qu'on peut écrire comme un état pour le système 1 croix un état pour le système 2, donc phi 1 pour le système 1 croix psi 1 pour le système 2, produit hermitien avec phi 2 pour le système 1 croix psi 2 pour le système 2. Et bien simplement en développant par ces squilinéarités ce produit scalaire, vous exprimez ça dans la base, dans cette base-là, et ça aussi. Vous le faites, je l'avais fait en 2 lignes au tableau avec la personne qui m'avait posé la question. C'est complètement trivial. Et on trouve que ça, c'est égal à H1 de phi 1, 1, phi 2, 1. Donc je vous encourage à le faire à titre d'exercice pour vous apprendre à manipuler un petit peu ces choses-là. Croix H2 de psi 1, 2, psi 2, 2. C'est-à-dire que le produit scalaire de deux états séparables dans l'espace complet, c'est le produit scalaire de l'état de la première particule, donc dans l'espace des états de la première particule, fois le produit scalaire des états de la deuxième particule dans l'espace de la deuxième particule. Donc, H, c'est H1 fois H2. Mais attention, évidemment, dans le cas où les états ne sont pas séparables, vous pouvez pas, enfin, il n'y aura pas un état associé à la particule 1 et un état associé à la particule 2. Auquel cas, c'est cette formule-là qui convient. Donc voilà ce qu'est le produit scalaire, le produit hermitien, dans l'espace des états combinés pour les deux systèmes. OK? Bon, je vous encourage vraiment à faire ce petit calcul. Ça prend vraiment 2 lignes, mais je ne veux juste pas le faire parce qu'on a tellement de choses à faire avant que vous partiez en vacances. Alors, je vais laisser ça quelque part. Vous partiez réviser en vacances, je voulais dire. Alors, on avait vu, on s'était intéressé à la mesure d'une grandeur physique sur un système intriqué. Alors, on avait pris l'exemple, alors je crois qu'on était dans le 6e. 2 qubits intriqués. Et je voulais donc 2 spins et demi, d'accord. Et on s'était intéressé à la mesure de la composante Z de la particule 1 du système. Alors, je réécris rapidement. N'importe quel état de ce système peut être écrit comme une combinaison linéaire des états de base. Alors, je vous rappelle la notation qu'on avait utilisée. On se met dans la base des... Donc, plus
Plus à gauche, ça veut dire la première particule avec le spin aligné suivant Z. Et plus à droite, ça veut dire la deuxième particule alignée avec le avec le spin aligné suivant Z aussi. Donc plus bêta plus moins, plus gamma moins plus delta moins moins. Voilà ce qu'on avait. Voilà l'état le plus général possible. Et si on s'intéresse à la mesure du spin de la particule 1 quand le système est dans cet état, eh bien, on va trouver... Alors, on l'avait fait, hein, je crois, explicitement, en écrivant la matrice, vous vous rappelez, la matrice de qui représente cet opérateur dans cette base-là, c'était 1, 1, moins 1, moins 1, d'accord? Puis des zéros partout. Donc, on va trouver la valeur h bar sur 2 avec la proba module de alpha 2 plus module de bêta 2. Je suppose que le système est normé, hein, c'est-à-dire que la somme des alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 plus delta 2 vaut 1. Et on va trouver moins h bar sur 2 avec la proba module de gamma 2 plus module de delta 2. Alors, je crois qu'on s'était arrêté là. Je voudrais maintenant... donc ça fait une valeur... donc la valeur moyenne de SZ de la particule 1, eh bien, c'est h bar sur 2 fois ça, moins h bar sur 2 fois ça, bien évidemment. Alors, si on s'intéresse maintenant à Sx, la composante du spin suivant x, pareil, il faut faire l'étude, représenter la matrice Sx1, par exemple, on peut faire comme ça, représenter la matrice Sx1 dans cette base-là, et puis écrire psi Sx1 psi. Ça, c'est la valeur moyenne de l'opérateur Sx1. OK? Alors, est-ce qu'on avait fait ça? Oui, hein? Et on avait obtenu... Ah non, on ne l'avait pas fait dans le cas général, peut-être. Si? Vous êtes sûr? Non, on n'a pas fait ça. Ah si, oui. Oui, pardon? Oui, prime, merci. Exact. C'est l'opérateur de la première particule, mais qui agit dans l'espace global. Oui, si, on l'avait fait. On avait obtenu h bar sur 2, c'est ça, hein? Oui, on était arrivé justement là, ouais. Ouais, je me souviens qu'on avait écrit ça. Oui? C'est un vecteur de l'espace complet, c'est lui. D'accord? C'est une combinaison linéaire des vecteurs de base de l'espace complet, des 2 qubits. Bien. Et alors, donc, on avait vu en particulier que si on se place dans l'état singulier, vous vous rappelez l'état singulier, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 plus moins, 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 plus, eh bien ça nous donne une valeur moyenne de Sx pour la première particule qui vaut 0. Dans cet état-là, on a aussi, bien sûr, la valeur moyenne de Sz qui vaut 0. Quid de la valeur moyenne de Sy? Alors, je crois que je ne l'avais pas fait explicitement. Bon, c'est pareil, c'est la même chose. Vous écrivez la matrice de Sy, vous faites le produit scalaire, vous l'insérez dans le produit scalaire entre psi et psi, comme ceci, et vous allez obtenir de la même façon que Sy pour la particule 1, c'est 0. Pareil d'ailleurs, si vous prenez l'état que j'avais appelé triplet, plus, moins, plus, moins, plus, pareil.
Alors ça pose un sacré problème quand même. Enfin, ça ne pose pas de problème, mais ça rend explicite la particularité des états intriqués. Vous avez dans ces états-là la valeur moyenne de Sx qui est nulle, pour la première particule, la valeur moyenne de Sz qui est nulle, la valeur moyenne de Sy qui est nulle. Du coup, quelle va être la valeur moyenne de S indice U pour n'importe quelle direction U dans ces états-là? Évidemment, dans d'autres états, ce sera d'autres valeurs moyennes. En tout cas, dans ces deux-là, ça fait 0, il suffit de le voir. Hein. Enfin, il suffit de l'écrire comme on l'a fait. J'ai juste pas fait celui pour Z, mais pour Y, mais c'est exactement pareil. Et on trouve ça, je vous assure. Donc, entraînez-vous. Quelle est la valeur moyenne de SU? Ben, ça va être 0, effectivement, parce que SU, c'est S, c'est le vecteur, l'opérateur vectoriel S scalaire U, c'est-à-dire Sx, alors à chaque fois pour la particule 1, puis à chaque fois c'est des primes. Je commence à retirer les primes parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc Sx fois Ux plus Sy fois Uy plus Sz fois Uz, où U, c'est le vecteur qui a pour coordonnées dans la base orthonormée, dans la base orthonormée directe de l'espace géométrique X, Y, Z, là, ça fait ça. Donc la valeur moyenne d'une somme de trucs dont chaque terme fait 0, ça fait 0. Vous avez un problème? J'ai peut-être écrit une bêtise, non? D'accord. Donc, voilà un état, celui-là aussi d'ailleurs, pour lequel la valeur moyenne de la composante du spin de la première particule dans n'importe quelle direction, c'est 0. C'est quand même un peu troublant ce truc-là. La première particule, qui est un spin 1,5, si je la considère toute seule, ses états possibles sont n'importe quelle combinaison linéaire de deux vecteurs de base que je choisis, par exemple plus z et moins z, d'accord? Mais quelle que soit la combinaison linéaire en question, le spin pointe dans une certaine direction. Hein, on avait vu que si on veut le faire pointer dans la direction U, il faut faire la combinaison linéaire avec le cos θ, etc. Enfin, la sphère de bloc, bref, n'importe quelle combinaison linéaire d'un spin qui pointe, de spin vers le haut et de spin vers le bas, c'est un spin qui pointe quelque part. Il n'y a pas d'autre état pour un système de une particule qu'un spin pointant dans une certaine direction. Il se trouve qu'on peut former tous ces états-là par combinaison linéaire dans l'espace complexe de deux vecteurs, donc c'est un espace à deux dimensions, mais ça correspond à des directions dans l'espace quelconques. Pareil pour le spin 2, l'ensemble de ces états, c'est l'ensemble des états où le spin pointe dans une direction quelconque. Mais là, on a affaire à un système de 2 qubits pour lequel, si je regarde le spin de la première particule, je mesure la valeur moyenne de la composante de son spin suivant n'importe quelle direction, je trouve 0 toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune direction dans laquelle le spin de la première particule pointe. D'accord ? Si j'ai qu'une seule particule, le spin pointe quelque part, et donc si je mesure la composante du spin dans cette direction, je vais trouver, h bar sur 2, 100% d'écart. D'accord ? Mais là, j'ai fabriqué un système dans lequel la première particule a une valeur nulle de sa composante de spin dans n'importe quelle direction. Autrement dit, dans cet état-là, et dans celui-là aussi, le spin de la première particule ne pointe pas dans une certaine direction. En fait, il n'y a pas de spin de la première particule bien défini. Donc ça suffit à prouver que ces états-là sont effectivement des états non séparables, des états intriqués. Je ne peux pas écrire cet état-là comme donc un état qui serait séparable. Je vais l'appeler phi séparable. Ça, on a vu que ce serait l'état du système 1, le système 1 dans un certain état, croît le système 2 dans un certain état. Eh bien, si j'ai un système séparable comme ça, et que donc,
la particule 1, elle est dans un état phi 1, c'est-à-dire avec un spin qui pointe dans une certaine direction. Si je mesure le spin de la particule 1 dans cet état-là, je vais trouver le spin de cet état-là. C'est-à-dire si ça correspond à la direction U, et je mesure la composante du spin 1 dans la direction U, je vais trouver h bar sur 2 à tous les coups. Et pareil pour le spin 2. Eh bien, dans ces états-là, je trouverai 0 en moyenne, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas une direction, je ne peux pas attribuer une direction particulière au spin 1, ni au spin 2, en l'occurrence, enfin, s'il y a une symétrie évidente. Et donc, cet état et cet état ne peuvent pas se mettre sous cette forme-là. On l'avait déjà vu par ailleurs avec les composantes. Mais c'est une propriété importante, c'est-à-dire vraiment, enfin, j'espère que ça vous fait toucher un peu mieux du doigt, vous ne pouvez pas considérer ce système de 2 qubits, vous ne pouvez pas dire c'est le premier dans un certain état et le deuxième dans un certain état. Ceci prouve que ce n'est absolument pas possible de faire ça, puisque la composante du spin de chacune des particules individuellement est nulle en moyenne dans n'importe quelle direction. Bien, alors, ceci étant dit, on va passer on va mettre la cerise sur le gâteau. Alors, je crois que certains d'entre vous, au moins, l'ont déjà fait en TD, enfin, ont déjà discuté ces choses-là en TD. Je vais m'intéresser à... je vais voir ce qui se passe si je fais une mesure sur un des 2 qubits lorsqu'il est dans un état intriqué. Alors, allons-y. Donc, je vais supposer que je suis dans l'état... Alors, oui, je vais appeler ça... Je vais faire un titre en anglais, si vous permettez. Spooky action at a distance. J'espère que vous connaissez tous cette expression. Non? Spooky action at a distance. C'est une action bizarre à distance. Donc ça, c'est Einstein qui a parlé en ces termes. Vous avez sans doute, j'espère, entendu parler du paradoxe EPR. Alors, je vais appeler ça pseudo-paradoxe. Alors, ça, c'est Einstein. Ça, c'est Podolsky. Et ça, c'est Rosen. Paradoxe EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. C'est une situation physique impliquant 2 qubits quelconques. On va le faire pour 2 spins ennemis, enfin 2 qubits quelconques. De toute façon, les espaces associés sont isomorphes. Qui sont dans un état étriqué. Alors, je vais prendre par exemple l'état S. Donc, je le réécris à nouveau. Et donc, je fais une mesure sur l'un des systèmes. Donc, j'en ai un qui est là. C'est système 1. J'ai le 2 qui est là, voilà. Et le système est dans cet état-là. OK, why not? Alors, il se trouve qu'il est facile de fabriquer un système dans cet état-là d'un point de vue expérimental, peu importe comment, enfin par décroissance d'un pion, par exemple. Vous pouvez mettre 2 électrons dans cet état-là. Une particularité de cet état, c'est que si vous calculez, enfin si vous regardez la somme du spin de la particule 1 suivant Z, suivant la direction Z, plus le spin de la particule 2 suivant la direction Z, qu'est-ce que c'est que cet opérateur? Tiens, je vais l'appeler spin total suivant Z. Spin total suivant Z. Alors, cet opérateur-là, on va représenter ça dans la base des plus, plus, moins, plus, moins. Allons-y. Alors, SZ1, enfin, SZ tot, direct. C'est donc SZ1. Alors, c'est quoi dans la base plus, moins, plus, moins, le spin de la première particule? C'est
h bar sur 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0. D'accord? Si, 0, moins 1, merci. 0, moins 1, d'accord? Le vecteur plus plus A pour spin de la première particule, h bar sur 2. Enfin, c'est des vecteurs propres de SZ1. Donc, il n'y a aucune difficulté, ça vaut ça. Et puis maintenant, S2. Alors, du coup, il faut que je les appelle primes encore cette fois-ci, mais bon. Donc, ça va être h bar sur 2. Alors, maintenant, je mesure donc la composante suivant Z de la deuxième particule. Donc la deuxième particule, ça c'est l'état plus plus, bah, c'est h bar sur 2, donc c'est 1. La deuxième particule plus moins, bah, là c'est moins 1. Ici, là, le moins plus, bah, ça va faire moins... non, ça va faire plus 1. Et lui, le moins moins, ça fait moins 1. Et puis des zéros partout. D'accord? Donc voilà l'opérateur spin total. J'ai le droit de... Enfin, c'est un opérateur, il est hermitien, c'est une observable. Voilà, elle est ce qu'elle est. Donc finalement, si j'écris sa matrice globale, ça va faire h bar fois, donc 1 plus 1, 2, mais donc h bar sur 2 plus h bar sur 2, 1. Oui, donc ça fait h bar, donc ça fait 1 ici. 1 plus moins 1, 0, 0, et puis ici, moins 1. Voilà, puis des zéros partout. Voilà l'opérateur spin total. D'accord? Alors, si je mesure le spin total, du coup, dans cet état-là, je vais trouver à tous les coups h bar. Oui, bah, dans cet état-là, les deux sont alignés vers plus z. Si je mesure l'un, je vais trouver à coup sûr h bar sur 2, l'autre pareil. Et donc, si je mesure la somme des deux, je vais trouver h bar. OK, très bien. Mais ces deux vecteurs-là, plus moins et moins plus, ça va donner 0, puis celui-là, ça va donner moins 1. Donc, si je mesure le spin, donc le spin total suivant z pour l'état S, je vais trouver 0, et pour l'état triplet aussi d'ailleurs, soit dit en passant, je vais trouver 0. À coup sûr. Oui? D? Oui, mais j'ai mis h bar au lieu d'h bar sur 2. Ouais. Voilà. OK? Non? Oui, j'ai mis un facteur h bar, j'avais mis un facteur... Enfin, bon, d'accord. Donc, je remets... OK? Donc, vous voyez que le vecteur S, qui est une combinaison linéaire de ces deux-là, c'est une combinaison linéaire d'états propres qui ont la même valeur propre 0 pour cet opérateur-là. Par conséquent, c'est un vecteur propre. S et T sont des vecteurs propres de cet opérateur-là avec la valeur propre 0. C'est-à-dire que si je mesure cet opérateur sur l'état S ou l'état T, ou n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux états, je vais trouver 0 à coup sûr. 100% des cas, c'est absolument pas aléatoire. Par contre, si je mesure le spin de la première particule quand on est dans cet état-là ou dans l'état de triplet, je vais trouver aléatoirement, je ne vais jamais trouver 0, je vais trouver soit plus h bar sur 2, soit moins h bar sur 2, avec une probabilité exactement 1,5. Ça se voit ici. Si je mesure le spin de la première particule, je vais avoir une probabilité 1,5 d'avoir celui-là, puis une probabilité 1,5 d'avoir celui-là. Pareil si je mesure le spin de la deuxième particule. C'est complètement aléatoire, puisque je suis dans un état qui n'est pas un état propre. Par contre, ce que me dit ça, là, c'est que si je mesure le spin de l'un et le spin de l'autre, ce qui est sûr, c'est que la somme des deux, ça va faire 0. C'est-à-dire que j'en mesure un, c'est aléatoire, je n'ai absolument aucun moyen de prédire ce que je vais trouver. Je mesure l'autre, pareil, absolument aucun moyen de prédire ce que je vais trouver. Mais par contre, à tous les coups, quand j'ai mesuré plus là, j'aurai moins là, et si j'ai mesuré moins là, j'aurai plus là. C'est un peu troublant. Pourquoi c'est spécialement troublant, et pourquoi ça a troublé particulièrement ces messieurs-là, qui ne sont pas les derniers venus, n'est-ce pas? C'est que je peux faire ces mesures sur des qubits qui sont éloignés l'un de l'autre. Je suis dans un système qui est dans cet état-là.
je mesure le spin de la première particule. Là, je fais une mesure ici. On est d'accord, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez faire l'expérience comme vous voulez. Vous allez obtenir plus h bar sur 2, moins h bar sur 2 de façon totalement aléatoire. Mais si vous avez obtenu h bar sur 2 là, maintenant, imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait une mesure là. En fait, quelqu'un d'autre, donc ces deux points-là peuvent être très éloignés. En fait, on fait maintenant ce genre d'expérience couramment à des kilomètres de distance, d'accord? Donc moi, je mesure mon spin. Et je note les résultats. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Aléatoire. L'autre là-bas fait pareil. Complètement aléatoire. Et à chaque fois qu'on compare, ça tombe juste. Comment est-il possible que la particule 2 là-bas sache le résultat de ma mesure? Moi, quand je fais la mesure, c'est complètement aléatoire. J'ai trouvé plus, j'aurais très bien pu trouver moins. Il se trouve que j'ai trouvé plus. À chaque fois que j'ai trouvé plus, comme par hasard, l'autre là-bas, il trouve moins. Pourtant, c'était aléatoire, moi. Et lui aussi, c'est aléatoire. C'est un peu troublant. Oui? Une sorte de problème avec le temps, c'est-à-dire l'ordre. On aurait très bien, en fonction de lequel va faire la mesure. C'est bien là le problème. C'est bien là le problème. C'est qu'on peut se dire, alors donc, l'idée c'est que, et vous allez voir que c'est ça le problème avec l'interprétation de Copenhague. C'est pour ça que, en vérité, l'interprétation de Copenhague n'a aucun sens. C'est quand même celle-là qui est adoptée beaucoup parce qu'en pratique, tout se passe comme si. J'ai déjà commenté ça. Mais, donc, ce qui se passe... regardons ça suivant l'interprétation de Copenhague. Je peux effacer ça, on s'en fout, ça y est, on a compris. Je peux, hein? Non? Bon, d'accord. Interprétation de Copenhague. Je fais la mesure du spin 1. Quand je fais une mesure, soit je suis dans un état propre au départ de l'opérateur que je mesure, auquel cas ça touche pas l'état, et puis ça me donne la valeur propre associée. Soit je ne suis pas dans un état propre, c'est le cas ici, et ce qui se passe, c'est que je vais couper des branches, je vais projeter le système dans l'état qui correspond à la mesure que j'ai obtenue. D'accord? Donc, si on obtient plus h bar sur 2, alors le système se trouve maintenant dans cet état-là. D'accord? Projection du système de 2 qubits dans l'état plus moins. OK? Du coup, c'est absolument pas mystérieux. Si maintenant l'état du système c'est ça, c'est tout à fait normal que si je mesure là-dessus le spin 2, je vais trouver, dans la direction Z, je vais trouver moins h bar sur 2, puisqu'il est dans l'état moins h bar sur 2. Mesure de SZ2 donne moins h bar sur 2 avec proba 1. 100%. Si par contre on avait obtenu moins h bar sur 2, alors l'état du système se retrouverait d'un seul coup dans l'état moins plus. Et du coup, sans surprise, si je mesure SZ2 là-dedans, je vais trouver h bar sur 2 à tous les coups, puisque c'est l'état dans lequel se trouve la particule 2. Donc pour l'interprétation de Copenhague, voilà ce qui se passe. J'ai un système qui est intriqué, qui est dans un certain état. Je mesure une grandeur physique pour laquelle le système n'a pas de valeur bien définie. OK. Du coup, il faut quand même choisir. Donc ça donne une des réponses possibles, c'est-à-dire une des valeurs propres possibles.
Et ce que ça réalise, c'est que ça réalise une projection de l'état sur le sous-espace propre associé. En l'occurrence, voilà, il y en a, enfin, si je mesure plus, j'obtiens ça, et si je mesure moins, j'obtiens ça. Et du coup, l'autre est conditionné. Le problème est le suivant. À quel moment ça se produit? Le problème, et c'est pour ça qu'Einstein était particulièrement embêté par ça, enfin n'importe qui connaît 2 mots de relativité restreinte est embêté avec ça, vous savez que instantanément, ça ne veut rien dire en physique. Instantanément à distance, ça ne veut rien dire. L'instant qui coïncide avec cet instant-là, enfin voilà, un instant, je définis un instant, tac, maintenant, par un certain événement ici, l'instant qui coïncide avec cet instant-là ailleurs dépend du référentiel. Donc, ce que vous lisez dans les bouquets en général, c'est quand on fait une mesure sur un qubit, instantanément, l'état de l'ensemble du système est affecté, c'est une action non locale, tout le système, et si le système il est distribué en plusieurs endroits, eh ben, dès que je fais une mesure, instantanément, partout ailleurs, il y a une branche qui a été coupée, et du coup, instantanément, si je mesure h bar sur 2, le système se retrouve comme ça. Mais instantanément, ça veut dire quoi? Puisque la deuxième particule, elle n'est pas au même endroit. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui est précisément la situation EPR, où vous mesurez la particule 1 à un certain instant T1, vous mesurez la particule 2 à un certain instant T2, mais suivant le référentiel, T1 va être plus petit que T2, ou bien T2 va être plus petit que T1. Si cet événement-là mesure de la particule 1 au point où se trouve la particule 1, et l'événement mesure de la particule 2 au point où se trouve la particule 2, si ces deux événements sont séparés par un intervalle de genre espace, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas les relier par un signal qui se déplacerait moins vite que la vitesse de la lumière, ou au mieux à la vitesse de la lumière. Donc s'il ne peut pas y avoir d'influence causale de 1 à 2, alors il existe un référentiel dans lequel T1 est plus petit que T2, et il existe un référentiel dans lequel c'est T2 qui est plus petit que T1. Donc on ne peut pas s'en sortir en disant, instantanément, il y a un signal qui s'est propagé de là à là plus vite que la vitesse de la lumière. Quand j'ai mesuré T1, quand j'ai mesuré le spin de la particule 1 à T1 et que j'ai obtenu, par exemple, plus h bar sur 2, instantanément, un signal s'est propagé qui fait que l'état de la particule 2, c'est plus l'état du système global intriqué, mais maintenant, j'ai projeté le système là-dedans, et donc la particule 2, elle est dans l'état moins 1,5. Je ne peux pas dire que ça s'est fait instantanément, parce que ça ne veut rien dire instantanément, et je ne peux même pas dire que j'ai mesuré l'autre après la première, donc même s'il a fallu aller plus vite que la lumière, ça s'est quand même débrouillé. Non, dans un certain référentiel, j'ai mesuré celui-là après celui-là, mais dans un autre référentiel, en fait, c'est celui-là qui est intervenu en premier. Donc, quelle mesure a projeté l'état sur l'autre? Vous voyez bien qu'il y a un problème gravissime. Oui. Là, en gros, on a supposé qu'il y a en fait un transfert d'informations de 1 à 2 pour pouvoir dire qu'il y a des fils opposés. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait transfert d'informations pour que ça? Est-ce qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a même pas de. Finalement, ça franchit d'un transfert d'informations, disant qu'en fait, c'est peut-être le même objet à deux endroits différents, c'est un peu absurde, mais c'est en fait que c'est la même chose et qu'il n'y a pas de transfert d'informations entre les deux, et donc pas de. Oui, alors, c'est ce qu'on appelle la non-localité. C'est-à-dire qu'effectivement, une façon de voir les choses, c'est qu'on n'a pas deux systèmes séparés. Justement, ils sont intriqués, ils sont dans un état spécial. Et donc, tout ce que je fais sur le système quelque part, ça rejaillit ailleurs. Mais la question, c'est ça rejaillit quand? C'est la même chose. C'est lié à pas disons que dans ce que je dis. Oui. En fait, ça n'a même pas de sens, il n'y a même pas de propagation de signal ou d'information, c'est la même chose. C'est comme si je disais stylo Ouais. noir, il est noir
Oui, le problème, c'est que son état, c'est toujours un état instantané. Il est dans cet état-là quand, en fait? Parce que l'état, il peut évoluer. Donc ça, c'est S de t. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas définir un instant à deux endroits différents. Donc il y a un problème de causalité, effectivement. Si on est tous d'accord qu'au début, le système il est dans cet état-là. Ça, c'est sûr et certain. On peut faire toutes les mesures qu'on veut, ça correspond à ça. Puis on sait comment on l'a fabriqué. On l'a fabriqué dans cet état-là. Le système est dans cet état-là. Je fais une mesure de son premier spin à un certain endroit, à un certain instant. Le système, d'après l'interprétation de Copenhague, après avoir mesuré ça, le système, il n'est plus dans cet état-là. Maintenant, le système, il est dans cet état-là. Sauf que cet état-là, ça implique que la particule qui est ailleurs, qui n'était pas dans l'état moins, maintenant, elle est dans l'état moins. Oui? Du coup, vous avez dit que les deux particules, au départ, elles venaient d'une seule particule. C'est un seul système intriqué, oui. C'est-à-dire qu'à t égale 0, à partir du moment où elles sont créées, elles ont instantanément, parce que là elles viennent du même endroit, Ouais. elles ont déjà la condition où l'une doit être plus et l'autre doit être moins. En fait, c'est forcément dans un des deux états bien définis, et on ne les connaît pas, c'est pour ça qu'on dit S. Et une fois qu'on mesure, on découvre dans quel état. Alors, c'est un très bon réflexe. Ça, c'est l'idée, c'est ce qu'on appelle la théorie des variables cachées. L'idée que vous exprimez là, c'est l'idée précisément qu'a défendu Einstein en disant il ne peut pas y avoir une spooky action at a distance, il ne peut pas y avoir une action, je ne sais même pas comment on traduit spooky, enfin un truc de Mr. Spock, quoi, enfin un truc un peu étrange, bizarre, à distance instantanément, parce que ça ne veut rien dire instantanément. Donc Einstein dit exactement ce que vous dites. Il doit y avoir, à partir du moment où on forme le système, nous, on croit qu'il est dans cet état-là. En réalité, dès qu'on forme le système, il y a quelque chose dans le système qui dit qu'il est soit ça, juste on ne sait pas lequel, mais il y a une variable cachée qui, si on la connaissait, nous permettrait de savoir dans quel état on se trouve de ces deux-là. On peut le savoir à n'importe quel instant. On peut les mesurer une fois qu'elles sont très près ou qu'elles sont très loin. On voit la- Le problème, c'est que si vous faites la mesure, vous allez trouver vraiment un résultat aléatoire. Donc, ce que vous dites et ce que dit Einstein, c'est que je vais trouver un résultat aléatoire parce que je suis ignorant. Si je savais vraiment, si je connaissais la variable, si je savais à l'avance dans quel état celui-là ou celui-là je suis, bah, je pourrais prédire mon résultat. Si je savais que j'étais dans celui-là, bah, je trouverais h bar sur 2, je pourrais prédire h bar sur 2, et si je savais que j'étais dans celui-là, je pourrais prédire moins h bar sur 2. Donc, ce que vous dites, et ce que dit Einstein à nouveau, c'est que cet état-là, en fait, dès qu'on le forme, on n'est pas dans cet état-là, on est en vrai, soit dans celui-là, avec une probabilité 1,5. Et que je ne connais pas, mais le système, lui, il est dans un état et pas dans les deux. Enfin, pas dans cette combinaison linéaire, c'est pas pareil. J'arrive une seconde. Et eh bien ça, cette hypothèse-là, il y a un certain monsieur Bell qui a démontré, c'est très simple à faire, j'avais hésité à vous le poser en TD d'ailleurs, ce qu'on appelle les inégalités de Bell, qui permet un test expérimental de cette idée. Ce que montre Bell, c'est que si les choses sont telles que vous le dites, c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, les particules, elles ont choisi, nous on ne sait pas lesquelles, donc tant qu'on fera la mesure, enfin à chaque fois qu'on fera la mesure, ce sera aléatoire, mais les particules, elles ont choisi. Si c'est comme ça, alors on peut montrer que les corrélations, si vous mesurez le spin du premier dans une certaine direction et le spin de l'autre dans une autre direction, pas la même, en faisant varier les angles, enfin, vous pouvez montrer
des inégalités qui seront toujours respectées. La corrélation entre l'un et l'autre seront toujours respectées. Et si c'est pas vrai, ça, qu'il n'y a pas une variable cachée et que vraiment le système c'est ça et que le système n'a pas choisi dès le début, c'est au moment où on le mesure que, d'après l'interprétation de Copenhague, il devient l'un ou l'autre, alors ces inégalités seront violées. Eh bien, l'expérience a été faite en 1981 par Alain Aspect et ses collègues à Orsay. Et la réponse, c'est il n'y a pas de variable cachée. C'est bien comme ça que les choses se passent. Non, le système n'a pas décidé à l'avance. Et ça a été répété depuis tous les jours. On fait ça tous les jours. Il n'y a pas de variable cachée dans ce sens-là. Ce n'est pas vrai que le système a déjà décidé. C'est vraiment aléatoire. Il est vraiment dans cet état-là. Alors, attendez, parce qu'il y avait une question là. Oui ? Est-ce qu'il y a vraiment par hasard, parce que du coup, il n'y a pas d'information qui vont se transmettre, il n'y a pas de conséquences dans le champ causal, on ne peut pas dire que de toute manière, l'information ne sera pas traitée plus rapidement que les autres. Si, il y a un problème parce que mesurer la particule 1 modifie l'état du système, d'après l'interprétation de Copenhague, puisque le système se retrouve maintenant dans cet état-là. Donc vous avez affecté le système. Avant la mesure, vous êtes dans cet état-là. Après la mesure, vous êtes dans cet état-là. Le problème, c'est que ça veut dire quoi après la mesure? Après la mesure, là où vous faites la mesure, ça, on sait ce que c'est. Il y a un avant, localement, il y a un avant et un après. Mais à distance, non. Et c'est ça le problème. C'est que dans un certain référentiel, quand vous mesurez, dans le référentiel où en fait la mesure de 1 est intervenue avant la mesure de 2, alors au moment où a eu lieu la mesure de 2, déjà le système était dans l'état plus-moins. Oui, mais il n'y avait aucune possibilité de savoir dans le référentiel 1 que c'était le cas Oui, mais le système il est dans un état où il est dans un autre. Oui, mais du coup, c'est là que dans le champ causal dans lequel on est, ça n'a aucune conséquence en fait. Certes, ça n'a pas de conséquences, mais ça pose un problème fondamental. C'est que au moment où je fais la mesure ici du spin 2, au moment où je fais cette mesure, c'est quoi l'état du système? Ça dépendra aléatoirement. Non, avant de faire la mesure, quel est l'état du système? S. Ben non, parce que si j'ai déjà mesuré lui, si j'étais dans cet état-là, je ne trouverais pas à tous les coups moins. Oui, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais c'est le cas. On trouve à tous les coups moins. Si j'ai fait la mesure là et que j'ai trouvé h bar sur 2, D'accord, mais quand nous on va le mesurer, on ne le saura pas. Enfin, il y aura- non, je suis d'accord. On ne le saura pas et donc, on se croira dans l'état S et au final on mesurera ouais, aléatoirement. oui, on se croira dans cet état-là. Mais la question que je vous pose, c'est quoi en vrai l'état du système? Bah justement, est-ce qu'on peut vraiment le dire? Ah, donc voilà, donc là vous êtes encore plus radical, vous dites il n'existe pas d'état du système. Et c'est une très bonne façon de faire qui consiste à dire qu'en fait, on ne peut pas attribuer un état à un système. L'état du système est relatif à un observateur ou relatif à un référentiel. Donc, oui, mais vous voyez que c'est pas rien. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait, c'est dire le système, à un instant donné, il est dans un état donné. Là, ce que vous me dites, c'est que, en fait, ben non, il n'y a pas un état dans un système. Et pourtant, on fait que ça, d'écrire des états des systèmes. Donc, il va falloir quand même redonner une cohérence à tout ça. D'accord? Parce qu'on écrit des états, et maintenant vous me dites, mais en fait, non, les systèmes ne sont pas dans des états. Relatif à un certain référentiel. Absolument. Donc, c'est une façon c'est une façon de voir le problème, c'est de se dire que, eh bien, il faut abandonner l'idée que les systèmes sont dans des états bien définis et que l'état est relatif à l'observateur et par conséquent, il faut considérer l'observateur pour considérer l'état du système et de l'observateur et de l'ensemble des choses. Néanmoins, ce problème est présent, c'est-à-dire que, effectivement, parce que vous pouvez garder cette particule un certain temps, c'est-à-dire que, faisons comme ça, vous mesurez cette particule, enfin moi je mesure cette particule, puis vous êtes là prêt à faire cette mesure, puis moi je viens vous voir là,
Et puis, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Pour vous, c'est aléatoire. Moi, je sais absolument ce que vous allez trouver. Donc, cette même particule qu'on est là en train de regarder tous les deux, elle n'est pas dans le même état pour vous et pour moi. Pour vous, elle est dans cet état-là. Pour moi, elle est dans l'autre état. Voilà. Non, mais, oui, spooky. C'est un peu spooky. Mais oui, c'est une possibilité. Alors, oui, l'heure tourne. Juste une chose, avec l'interprétation d'Everett, il y a zéro problème là. Enfin, il n'y a pas plus de problème que comment on fait pour... C'est quoi un état de conscience superposé, mais... Oui. Je suis pas sûre, les variables cachées, du coup, quand la théorie des variables cachées, elles allaient dans le sens de Copenhague. Enfin, c'était dans le même sens, parce qu'au final, on dégageait un... Oui, sauf qu'en fait, non, Einstein s'est opposé à bord l'interprétation de Copenhague en disant c'est pas vrai que quand on fait une mesure, on projette le système. Il est déjà projeté. Pour Einstein, la mesure, elle ne peut pas être spéciale. La mesure, c'est une évolution du système comme une autre. Il ne peut pas se passer au moment de la mesure un truc... Si, l'interprétation de Copenhague dit au moment de la mesure, on projette là-dessus. La variable cachée, c'est exactement ce que vous décriviez vous. Ça consiste à dire qu'en fait, dès le début, dès qu'on forme les deux particules, on ne sait pas dans quel état ils sont, mais ils sont dans l'un ou dans l'autre. D'accord ? Oui. Ouais. Comment est-ce qu'ils ont fait pour démontrer qu'il n'y avait pas de variable cachée, vu qu'on n'a jamais observé l'état avant? Alors, le principe de l'expérience, c'est de faire des mesures sur le spin 1 dans une direction et sur le spin 2 dans l'autre direction et de faire la corrélation entre les deux. Si, en deux mots, mais il faut faire le calcul pour le voir, si, donc on a un système qui est soit comme ça, soit comme ça. Si en fait il est déjà soit comme ça, si vous mesurez plus ici, lui, il est moins, parce qu'il était déjà moins avant, il a toujours été moins. Enfin, si vous mesurez plus là, c'est qu'il a toujours été plus en vrai, et que l'autre, il a toujours été moins. Donc, en le mesurant là, il ne se passe rien. Vous ne projetez pas le système il y était déjà. Et donc, si vous mesurez... et donc, l'autre, il était comme ça. Donc, maintenant, si lui, vous le mesurez, alors qu'il est comme ça, vous le mesurez, par exemple, dans cette direction-là, vous allez trouver plus h bar sur 2 avec... Enfin, ça va dépendre de l'angle ici, et puis moins h bar sur 2. Voilà. Alors que si vous étiez dans cet état-là... Enfin, l'idée, c'est ça, c'est que si quand vous mesurez lui, vous projetez, c'est-à-dire vous modifiez son état, vous allez aussi modifier celui-là. Vous allez projeter aussi l'autre. Et donc, il ne va pas être dans le même état qu'il aurait été. Enfin, il ne va pas pointer dans la même direction. Et donc, sa composante sur les différentes directions vont être affectées. Voilà. C'est ça. Si vous êtes dans un état intriqué, mesurer l'un, ça modifie l'autre. Et donc, ça va affecter la projection de son spin dans différentes directions. Si c'était déjà prédéfini dans quelle direction il était, que vous le mesuriez lui ou pas, ça ne va pas changer la probabilité dans l'autre. C'est un peu délicat à expliquer avec des mots, au fond. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la variable cachée, justement, varie en fonction de la... Ah, c'est une variable, mais l'idée, c'est qu'elle soit là pour déterminer la valeur, le résultat qu'on trouve. Oui, mais est-ce qu'elle peut pas être... Elle ne peut pas être aléatoire. L'idée, c'est de retirer l'aléatoire. C'est de dire non, il n'y a pas du tout d'aléatoire. Elle n'est pas aléatoire, mais elle suit une sorte de formule qui fait qu'elle va changer en fonction de si ça a été mesuré ou pas. Ah ben non, parce qu'à ce moment-là, vous retombez dans le problème que vous avez une action à distance instantanée, ce qui ne veut rien dire, etc. Donc, non, il faut que ce soit un truc qui définit dès le début quel est le système, lui ou lui. Et ouais, donc voilà. Oui ? Non. Enfin, oui. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas une explication très simple avec des mots qui permettent de comprendre pourquoi c'est pas la même chose qu'on soit dans un cas ou dans l'autre.
Mais quand on fait le calcul, et vous êtes parfaitement capable de le faire, en 1TD, vous pourriez parfaitement faire ce calcul, on le voit, mais c'est un petit peu... c'est beaucoup plus long à essayer d'expliquer qu'à faire le calcul, donc je ne peux pas vraiment... Mais je pourrais rédiger un petit truc si vous voulez là-dessus. Ouais. Oui. Chut. Pardon? Alors, Everett, c'est beaucoup plus simple en fait dans cette situation. Dans l'interprétation d'Everett, qu'est-ce qui se passe? On a le système qui est dans l'état plus, moins, 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 plus. 1 sur racine de 2, ok. Si on était juste dans cet état-là, qu'est-ce qui se passerait? Si plus, moins. Alors, la mesure de 1, la mesure de SZ1, donne quoi? Eh bien, donne l'état plus moins, ça ne va pas changer l'état du système puisqu'on est dans un état propre plus moins, croix l'instrument de mesure SZ1 égale H bar sur 2. OK? Si j'étais dans cet état bien défini, je mesure le spin 1 et je trouve H bar sur 2 et puis tout va bien. Normal, c'est un état propre. Si j'étais dans l'état moins plus, alors si je mesure... Alors pardon, je vais continuer. Je mesure ça, je trouve H bar sur 2 et maintenant je mesure le spin 2. Et j'obtiens quoi? Puisque je suis dans cet état-là, j'obtiens, donc je suis dans un état propre, ça ne va pas changer l'état, croix, l'instrument de mesure, alors l'instrument de mesure 1 à mesurer SZ1 égale H bar sur 2, et puis l'instrument de mesure 2 à mesurer, donc c'est l'état de l'instrument de mesure, et l'instrument de mesure 2 à mesurer SZ2 égale moins H bar sur 2, normal, puisque c'est effectivement le spin du deuxième système. Donc ça, c'est vrai aussi dans l'interprétation de Copenhague. Si je suis dans un état propre comme ça, je mesure le premier spin, je trouve la bonne réponse, je mesure le deuxième, je trouve la bonne réponse. Si je suis là, je mesure le premier spin, je trouve la bonne réponse, c'est-à-dire SZ1 égale moins H bar sur 2. Et puis je mesure le deuxième spin, eh bien je trouve la bonne réponse, c'est-à-dire lui égale H bar... moins H bar sur 2, et donc moins H bar sur 2 pour le premier, et puis H bar sur 2 pour le second, puisque c'est effectivement leur valeur. D'accord? Copenhague ou pas Copenhague, si je suis dans un état propre, il se passe les choses normales, parce que c'est les cas exceptionnels où il y a une valeur bien définie, et de S1 et de S2. Donc, qu'est-ce que dit Everett? Il dit, si quand j'ai ça, et si quand j'ai ça, eh bien, quand j'ai une combinaison linéaire, j'obtiens la combinaison linéaire correspondante. Par conséquent, si je pars de là, je mesure S1, j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens 1 sur racine de 2 fois ça, moins 1 sur racine de 2 fois ça. Je ne vais pas tout réécrire, je vais appeler ça grand A, ça grand B, et je retrouve 1 sur racine de 2 grand A, moins 1 sur racine de 2 grand B. Et puis ensuite, je mesure le spin 2, je vais appeler ça grand C et ça grand D. Eh bien, je vais obtenir la combinaison linéaire qui correspond, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 grand C, moins 1 sur racine de 2 grand D. Et voilà, zéro problème, aucune action spooky at a distance,
là, je me retrouve ici avec une combinaison linéaire d'un état, enfin, d'un état qui correspond à le premier spin up, enfin, vers le haut, le deuxième vers le bas, que j'ai mesuré effectivement vers le haut le premier et vers le bas le deuxième, et donc moins 1 sur racine de 2, cet état où j'ai mesuré le premier vers le bas et le deuxième vers le haut. Et donc, la corrélation, le fait que à chaque fois que vous avez h bar sur 2 dans l'un, vous avez moins h bar sur 2 dans l'autre, elle est complètement triviale. Il n'y a pas besoin d'action à distance, il n'y a pas besoin de couper des branches, il ne se passe rien de spécial. Et justement, comme on ne coupe pas de branches, il n'y a pas besoin de dire à l'autre « Ah, ça y est, j'ai déjà coupé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça... Enfin, ça n'a pas le temps d'arriver, puis ça se trouve, il faudrait que ça arrive avant même que ce soit parti. » Enfin, ça n'a juste aucun sens, en vrai, l'interprétation de Copenhague dans cette idée-là. Sauf à, effectivement, enfin, une façon de faire, c'est de dire, ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a plus un état de la particule, mais alors du coup, l'interprétation de Copenhague tient plus non plus, puisque l'interprétation de Copenhague, c'est de dire maintenant l'état c'est ça. Non, c'est pas maintenant l'état c'est ça, c'est maintenant pour moi l'état c'est ça, pour les autres c'est encore autre chose, etc. Enfin, donc l'état va dépendre de l'observateur. Donc on peut le faire comme ça, mais en fait il n'y a même pas besoin, mais c'est une bonne façon de faire aussi. Enfin, c'est une possibilité intéressante à explorer, mais vous voyez que ça remet en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire, il faut après, on ne peut plus définir l'état des particules, mais relativement à un observateur. Oui. Quand on dit ça, on a l'impression que qu'on mesure A ou B après la mesure de Z1, ça n'a aucune influence sur le fait de mesurer C ou D après. Ben, Alors qu'avant, on a vu que si on a A, on a un C après. oui, mais là c'est pareil. En fait, non, le truc, c'est que vous avez une combinaison linéaire, et donc l'évolution, c'est la combinaison linéaire des évolutions. Si vous aviez ça, vous auriez ça, puis ça, de façon certaine. Si vous aviez ça, vous auriez ça, puis ça, de façon certaine. Donc si vous avez ça moins ça, ben, vous allez avoir ça moins ça, puis ça moins ça, de façon certaine. Donc l'état final, quand on part de l'état intriqué ici, ça va être ça moins ça, enfin 1 sur racine de 2 ça, moins 1 sur racine de 2 ça. Et là-dedans, alors le truc, c'est que vous avez ici l'instrument de mesure qui a mesuré plus d'un côté et moins de l'autre, et puis l'instrument de mesure qui a mesuré moins d'un côté et plus de l'autre. Mais voilà, vous vous retrouvez avec un état intriqué entre le système et l'instrument de mesure standard pour l'interprétation des Everett. Et maintenant, si vous faites l'expérience, vous voulez regarder le résultat, ben, vous allez intriquer ça avec l'observateur. Ah oui, là vous allez intriquer ça avec l'observateur. Enfin, l'observateur ici aura vu moins plus. Ici, l'observateur aura vu plus moins. Et donc là, du coup, voilà, l'observateur, vous allez vous retrouver avec le système global, les deux qubits, les instruments de mesure et l'observateur, qui sont dans une superposition d'états entre il était dans l'état plus-moins et je l'ai vu dans l'état plus-moins parce que ça a été mesuré dans l'état plus-moins, et le système était dans l'état moins plus et il a été mesuré dans l'état moins plus et je le vois dans l'état moins plus. Donc je me retrouve avec le système global qui m'inclut dans cet état intriqué, ça moins ça, et cet état intriqué contient, et c'est là que c'est un peu étrange, contient un état de conscience ou un état de perception d'avoir comme si l'état où j'ai perçu plus-moins et l'état où j'ai perçu moins plus, et comme dans l'interprétation d'Everett, là, à ce moment-là, aléatoirement, votre expérience, c'est qu'aléatoirement, vous allez vous identifier à cet état-là ou à celui-là, je ne sais pas comment dire, mais on sait. Oui. Là, ce qui change du coup, c'est qu'on met l'observateur à la fin. Parce que par exemple, si on mettait l'observateur après la mesure de 1, Ouais. du coup là, on fixe un A ou un B, et après, on est sûr de ce qu'on a. Si on a Non, dans l'interprétation d'Everett, vous allez vous retrouver avec ça croix au observateur plus moins, croix l'observateur moins plus. Et donc, effectivement, là, l'observateur, il va avoir vu l'un, enfin, il va être dans un état comme ça, le système global va être comme ça, et puis ensuite, ça va être dans l'état, ça va être dans le même état finalement. Mais sauf que dès ici, subjectivement, vous aurez soit perçu lui, soit perçu lui. C'est pour ça que l'interprétation de Copenhague et l'interprétation d'Everett, en pratique, ça donne pareil vis-à-vis de l'observateur, puisque de toute façon, à la fin, je ne sais pas ce que c'est qu'un état superposé où
un état superposé de moi ayant conscience d'un truc et moi ayant conscience d'un autre truc. Quand on fait ça, l'expérience montre que, en fait, aléatoirement, soit j'ai conscience de l'un, soit j'ai conscience de l'autre, mais voilà. Mais la grande différence ici, c'est que dans le cas de l'interprétation de Copenhague, il y a besoin d'une spooky action at a distance, un truc complètement bizarre où d'un seul coup le système ailleurs est modifié, mais instantanément, ce qui ne veut rien dire. C'est complètement contraire à toutes les lois de la physique, ça n'a pas le moindre sens en réalité, vraiment. Mais voilà, si on s'en tient à l'interprétation de Copenhague parce qu'on trouve que c'est plus facile, vu qu'en pratique tout se passe comme si, on n'a qu'à dire qu'effectivement toutes les autres branches disparaissent, il n'en reste plus qu'une, on peut faire ça, mais le prix à payer, c'est qu'on est en train de dire des choses qui n'ont pas le moindre sens en physique. Mais c'est pas grave, ça va marcher en pratique, on est d'accord, hein, mais c'est juste que c'est pas satisfaisant en vrai. Tandis que l'interprétation d'Everett est pleinement, entièrement satisfaisante, ne viole absolument aucune loi, est complètement conforme avec l'idée, avec l'esprit de la physique quantique qui consiste à dire que quand on a une combinaison linéaire et qu'on le fait évoluer, ça donne la combinaison linéaire des évolutions. Tout est parfaitement normal. Le seul truc, effectivement, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment fonctionne la conscience. Oui, d'accord, mais ça c'est pas un scoop. Je veux dire, c'est pas un truc nouveau que d'un seul coup, avec l'interprétation d'Everett, on découvre qu'on ne sait pas ce que c'est la conscience. Oui, c'est un problème compliqué. Oui. Donc, l'interprétation d'Everett ne rajoute pas un problème. Ça met le doigt sur le fait qu'il y a un problème là qui n'est pas indépendant du problème global de la physique. Or, c'est le cas. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est infiniment plus intéressant. L'autre problème est ce problème d'état relatif. L'autre façon de voir, c'est un état relatif à l'observateur, mais qui soulève un peu les mêmes problèmes aussi. Parce que si on est tous les deux à regarder le même état, et que l'état n'est pas le même pour moi et pour vous, ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui nous implique. C'est-à-dire, on peut pas, l'observateur ne peut pas être retiré de la physique. C'est là, au cœur du problème, et donc, Copenhague essaye d'évacuer le problème en disant non, mais l'observateur, peu importe, c'est juste que quand on fait une mesure, il se passe un truc bizarre, mais une mesure, ça doit être une mesure faite par un observateur, parce que sinon, on reste dans des états comme ça. Bref, j'ai passé trop de temps pour tout ça. Il nous reste 20 minutes pour faire le chapitre 3. On va faire l'équation Schrödinger. Au moins, ce sera fait. Je m'arrête là. On pourra rediscuter de tout ça plus tard. C'est évidemment des choses passionnantes. C'est au cœur des réflexions philosophiques aussi sur la physique quantique. Mais on ne peut pas malheureusement y passer trop de temps ici. Alors, vous allez voir qu'en 20 minutes, on peut facilement faire l'équation de Schrödinger. Chapitre 3. Évolution dans le temps des systèmes quantiques. Alors, donc c'est un chapitre très court que j'espérais même finir aujourd'hui, c'est pour vous dire, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu optimiste. L'opérateur évolution, en fait, on l'a déjà introduit, si vous vous souvenez, dans le tout premier cours, ou peut-être le deuxième. J'ai parlé de l'évolution des systèmes pour dire que cette évolution était linéaire. Alors on va voir aujourd'hui les conséquences de tout ça. Maintenant qu'on a introduit le formalisme complet de la physique quantique avec l'espace des états, l'espace de Hilbert, etc., on va voir... Oups. Ok. Évolution linéaire. On va voir donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'opérateur d'évolution. D'abord, on va montrer qu'il existe un opérateur d'évolution, mais ça c'est évident.
et on va regarder ses propriétés, et il va arriver tout simplement l'équation de Schrödinger. Alors, donc jusqu'à présent, on n'a pas tellement parlé du temps, enfin de l'évolution des systèmes. On a bien défini les types d'états qu'on pouvait avoir, mais maintenant on va les faire évoluer. Il serait temps en fait, on commence simplement à faire évoluer les systèmes. Donc je vais considérer un système dans l'état phi de t0. À un certain instant t égale t0, le système est dans un certain état, et puis je le fais évoluer, et il va se retrouver à un instant ultérieur dans un autre état. Il va se retrouver à l'instant t dans l'état phi de t. Bon. La question c'est, quelle relation existe-t-il entre phi de t et phi de t0 ? Donc l'évolution du système, en fait, c'est une application de l'espace des états, c'est-à-dire de l'espace de Hilbert H dans lui-même, qui donc l'évolution de T0 à T, c'est une application qui a l'état phi de T0, membre de l'espace vectoriel H, l'espace de Hilbert, qui est l'espace des états du système. J'ai un certain état et j'arrive sur un autre état. Et ça, c'est une application. Alors, on va voir ce qu'on peut exiger de cette opération. Alors, on va la représenter. Donc, c'est une application. Je vais la noter U. Donc, évolution 1. C'est une application, c'est-à-dire un opérateur, noté U de T0 à T. Autrement dit, j'ai phi de T, je vais le noter comme ça symboliquement, mais de façon tout à fait naturelle, U de T0 à T appliqué à phi de T0. Bon, là, j'écris 3 fois la même chose, mais juste je définis l'opérateur d'évolution qui fait passer de l'état du système à l'instant T0 à l'état du système à l'instant T. Alors maintenant, je vais donner des conditions, je vais donner des propriétés générales sur cet opérateur d'évolution. Et la première d'entre elles, ça ne vous surprendra pas, c'est que cet opérateur est linéaire. La physique est linéaire. Si j'ai un système qui est dans l'état phi 0 et que ça me l'amène à l'instant t0 et ça me l'amène à l'instant t dans l'état phi de t, si j'ai un autre état, si j'étais parti de l'état psi de t0 à l'instant t0, eh bien, si j'étais arrivé dans l'état psi de t, donc qui est simplement l'application de cet opérateur d'évolution sur l'état de départ, eh bien, ce que je veux, c'est que cette évolution soit linéaire, linéarité, c'est-à-dire que si je pars, si on part de alpha phi de t0 plus bêta psi de t0, donc si, je vais le noter comment celui-là, je vais le noter, xi. Si je pars de xi de t0, qui est cette combinaison linéaire, on arrive à xi de t
égale alpha phi de t plus bêta psi de t. C'est-à-dire, donc U est linéaire. Donc, si ce n'était pas le cas, tout ce qu'on raconte depuis le début serait complètement vain. On a fondé toute la présentation de la physique quantique sur cette idée de linéarité, qu'on peut faire des combinaisons linéaires, et que le système, que quand on part d'une combinaison linéaire, on évolue comme la combinaison linéaire des évolutions. Donc je traduis juste ça là. L'opérateur U qui fait passer de T0 à T est un opérateur linéaire. Et maintenant, je vais le noter avec le chapeau comme tous les opérateurs linéaires qu'on a vus jusqu'à présent. C'est une convention juste pour nous rappeler ce que sont les lettres qu'on écrit, ce à quoi elles correspondent. Voilà. Alors, je vais maintenant voir quelques propriétés fondamentales. Alors, premièrement, l'invariance par translation dans le temps. La physique est invariante par translation dans le temps. Le temps est uniforme en physique. Si vous avez exactement la même situation, vous faites une expérience et vous prenez la même situation à un autre moment dans l'histoire de l'univers, mais la même situation, tout ce qui est susceptible d'influer sur l'évolution du système reste identique. Peu importe le moment auquel vous faites l'expérience, ça va donner le même résultat. Par conséquent, U de T0 et de T ne dépend en fait que de la différence de temps entre T et T0. D'accord ? Donc on notera ça finalement, U de T moins T0. Je devrais changer de lettre puisque ça c'est une fonction de deux variables et ça d'une seule, mais enfin bon, on se comprend. Donc l'opérateur d'évolution ne dépend que de la durée de l'évolution en réalité. D'accord ? Donc ça, c'est complètement évident. Par rapport à ce qu'on connaît déjà de la physique. Par conséquent, si je prends T0 égale 0, je vais avoir phi de T qui va être égal à U de T, phi de T égale 0. Phi de 0. D'accord ? Donc ça, voilà, mon opérateur d'évolution, je peux déjà dire, 1, qu'il est linéaire, bien sûr, 2, qu'il est invariant par translation dans le temps, donc qu'il ne dépend que de la différence des temps entre l'instant de départ et l'instant d'arrivée. Et puis, je vais pouvoir dire une chose absolument générale et fondamentale, c'est que cet opérateur va être unitaire, donc unitarité, en un sens que je vais définir tout de suite. Et je voudrais que vous compreniez ce que ça implique et pourquoi en quelque sorte. En physique classique, revenons à la physique classique. C'est quoi l'évolution d'un système ? Vous avez différents états possibles. J'avais représenté des choses comme ça au tout début. Vous avez un certain état, l'évolution à l'instant T1, à l'instant T2, vous retrouvez dans un autre état, à l'instant T3, vous retrouvez dans un autre état, T4, et puis après T5, etc. Donc, l'évolution du système peut passer au fil du temps d'un état à un autre. En physique classique, il y a une propriété absolument essentielle qui est que si vous avez deux états différents, une même évolution ne peut pas conduire au même état. Si vous avez un certain système, un certain système qui représente, un certain système physique avec des lois d'évolution qui sont les lois de la physique, éventuellement inconnues, mais ce que vous pouvez dire, c'est que pour ce système, si vous partez de deux états différents, jamais la même évolution va vous conduire au même état. Deux états différents
ne peuvent aboutir au même état par une même évolution. Évidemment, si vous faites deux choses différentes, vous pouvez arriver au même état, mais un système donné qui obéit aux lois de la physique du système en question est toujours tel que si vous partez de deux états différents, vous ne pouvez pas arriver au même état. Pourquoi ? C'est-à-dire que donc vous ne pouvez pas avoir l'arbre d'évolution, il ne peut pas faire ça. Ou enfin voilà, ça ne peut pas être un truc comme ça. Vous ne pouvez pas avoir deux états qui conduisent au même état, tout simplement parce que sinon le monde ne serait pas réversible. Ou en tout cas, pas déterministe. Parce que si maintenant vous inversez la direction du temps, donc si vous êtes là, vous allez là, puis là, puis là, puis là, etc. Enfin, c'est pas forcément connecté, ça peut l'être, mais pas forcément, peu importe. Si vous inversez le temps, vous êtes là, du coup vous allez là, et quand vous êtes là, vous ne savez pas où vous allez. Alors soit vous le faites aléatoirement là, soit là, mais enfin, donc soit c'est pas déterministe, soit c'est pas réversible. En physique classique, comme vous savez, la physique est réversible et déterministe. Si vous connaissez les lois de la physique, vous connaissez l'état du système, vous pouvez prédire en principe, si vous savez faire le calcul, vous pouvez prédire tous les états suivants et inversement tous les états passés. Parce qu'il n'y a qu'un seul état qui mène à l'état présent. Si vous connaissez tout et si vous savez faire le calcul, mais en vrai, c'est comme ça. Donc, deux états différents restent toujours différents. Propriété fondamentale de la physique qu'on connaît tous, etc. Eh bien, en physique quantique, c'est pareil en fait. Sauf que, état différent, il faut préciser un peu. Parce qu'on a vu que les états n'étaient pas indépendants les uns des autres, et qu'on pouvait faire des combinaisons linéaires d'états, et que quand on dit qu'un état est différent d'un autre, c'est pas parce que deux états sont différents que si on fait une mesure sur eux, on ne va pas trouver le même résultat. Donc c'est un petit peu délicat. Par contre, si deux états ont des valeurs bien définies d'une certaine grandeur physique, et que ces valeurs sont différentes, alors on a vu une chose, c'est que ces deux états sont orthogonaux. Vous vous rappelez ? Et ça, c'est simplement les propriétés, enfin, si on le traduit dans l'espace des états avec sa structure hermitienne, deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes d'un opérateur hermitien sont toujours orthogonales. Ça se montre en une ligne, on l'avait fait il y a quelques cours. Donc, la traduction de cette idée-là qu'à partir de deux états différents, vous ne pouvez pas arriver au même état, la traduction de ça en physique quantique, c'est que si vous partez de deux états orthogonaux, c'est-à-dire qui sont vraiment différents, c'est-à-dire qui n'ont aucune composante l'un sur l'autre, qui sont entièrement distinguables. On peut parfaitement faire la distinction en mesurant une grandeur physique. L'un donnera toujours une certaine valeur et l'autre donnera toujours une certaine valeur, pas la même. Donc ils sont parfaitement distinguables. Donc deux états orthogonaux restent toujours orthogonaux. Alors on va voir qu'en fait ça implique aussi que s'ils ne sont pas orthogonaux, qu'ils ont un certain produit scalaire entre eux, ce produit scalaire va rester le même. Mais c'est une conséquence de ça. Donc en fait c'est vraiment la même idée. En physique classique, deux états différents ne peuvent pas évoluer vers le même état. En physique quantique, pareil en fait. Deux états qui sont strictement différents, radicalement différents, je ne sais pas comment le dire, enfin qui sont orthogonaux. Deux états orthogonaux ne peuvent pas conduire à des états qui ne seront pas orthogonaux. Donc s'ils sont distinguables de façon claire et nette, ils vont rester distinguables de façon claire et nette. Alors donc ça veut dire que... Pardon, si c'est bon. Par conséquent, une base orthonormée de l'espace de Hilbert, donc il y a l'espace des états, je
prends une base orthonormée, EI, certaines bases d'état, I dans I, eh bien, l'évolution de ces états conduit à d'autres états, si le système évolue dans le temps. Donc EI de 0 va devenir EI de t. Eh bien, cette nouvelle base est encore orthonormée. D'accord ? Donc, si j'ai EI de t, bon, EI de t, c'est simple, hein, c'est E de t, c'est EU de t fois EI de 0. D'accord ? L'évolution du système, c'est l'opérateur qui agit sur tous les états, donc il agit en particulier sur les états qui forment la base. Eh bien, les états évolués forment encore une base orthonormée, c'est-à-dire que cette base-là est orthonormée. OK ? Mais du coup, calculons le produit scalaire de deux vecteurs d'état. Alors, je vais le noter en toutes lettres comme ça. H de phi de t psi de t. Je pars d'un état phi 0 qui vaut somme des, je vais appeler ça alpha i. Enfin, je pars de l'état phi de 0 à l'instant t égale 0, qui est ceci. D'accord ? Je développe l'état sur la base, sur cette base-là, qui est une base des états tout à fait légitime. Et puis j'ai psi de 0 qui vaut somme sur i des bêta i, i de 0. Donc je prends deux états quelconques, je les écris dans la base EI0, qui est une base orthonormée de l'espace des états. Et puis, je fais leur évolution. Alors lui, il va devenir quoi ? Bah, par définition, phi de t, ça va être l'opérateur d'évolution appliqué à phi de 0. Et donc, ça va donner la combinaison linéaire de l'opérateur évolution appliqué aux états de base. Donc ça va donner somme sur i d alpha i EI de t. Et lui, il va donner psi de t égale somme sur i des bêta i, EI de t. Eh bien, si je fais le produit scalaire entre phi et psi à l'instant t, donc ça là, phi de t, psi de t, bah, il suffit de l'écrire. Hein. Le produit scalaire de ça avec ça, comme ça c'est une base orthonormée, bah, ça s'écrit tout simplement, comme on l'a déjà vu n fois, somme des alpha i étoiles, bêta i. D'accord ? J'ai ici deux vecteurs écrits sur une base orthonormée, et donc leur produit scalaire, c'est simplement le produit scalaire hermitien standard, somme sur i des alpha i étoiles, bêta i. Et donc ça, c'est exactement le même produit scalaire que le produit scalaire entre les états à l'instant t égale 0. D'accord ? Parce que si je fais ce produit scalaire-là, bah ça c'est une base orthonormée, donc j'obtiens somme des alpha i étoiles bêta i. Et si je fais ce produit scalaire-là, ça c'est aussi une base orthonormée, c'est ça la clé. Et donc ça s'exprime exactement de la même façon. Donc ce que vous voyez, c'est que quels que soient les états que vous prenez deux états quelconques à l'instant t égale 0, ils ont un certain produit scalaire. Vous faites évoluer le système, alors ça va donner deux autres états, mais ces deux autres états auront le même produit scalaire. Ça, c'est la conséquence de la traduction de ce principe de la physique classique en physique quantique. Deux états qui sont distincts, restent distincts, et deux états qui ont un certain rapport entre eux, qui est donné par leur produit scalaire, gardent le même rapport tout au long de l'évolution. D'accord ? C'est une conséquence du fait que deux états orthogonaux, c'est-à-dire clairement différents, enfin, du point de vue d'une grandeur physique, resteront toujours clairement différents.
OK? Alors, sauf que ça a une propriété, ça a une conséquence très générale et très importante. Si j'écris maintenant psi comme u, enfin psi de t comme u appliqué à psi de 0 et phi de t comme u appliqué à phi de 0, j'obtiens quoi? Je vais me mettre là, si vous voulez bien, je fais un petit écart. Ça va être h. Allez, je vais le mettre en bas parce que je vais essayer d'utiliser proprement le tableau. Ce n'est pas toujours mon cas. Je sens l'horloge qui tourne, mais on y est presque, on y est presque. Donc, h de phi de t, psi de t. Ça, c'est donc en fait h de u phi de 0 à u de t psi de 0. OK? Ce vecteur-là, c'est le vecteur initial auquel j'ai appliqué l'opérateur d'évolution. Celui-ci, c'est l'opérateur initial auquel j'ai appliqué l'opérateur évolution. Donc, en fait, ce produit scalaire ici, c'est égal à ce produit scalaire-là. Alors là, maintenant, vous vous souvenez de la définition de l'adjoint? La définition de l'adjoint, c'est que si je fais le produit scalaire entre x et ay, c'est égal au produit scalaire entre a croix x et y. Vous vous rappelez? Ça, c'est la définition de l'adjoint. Hein? Donc là, j'ai le produit scalaire entre ce vecteur et u fois celui-là. C'est donc égal au produit scalaire entre u croix de t appliqué à celui-là. Oh, d'un seul coup, vous êtes tous tus là. C'est incroyable. C'est agréable. C'est l'adjoint qui vous... L'adjoint vous a calmé, c'est incroyable. C'est beau ça. Non, c'est bientôt la fin. Non, mais c'est fini, on récolte les fruits là. Voilà, donc j'ai le produit scalaire entre ça et ça. Si je l'écris avec des bras et des quêtes, ça va me faire... Enfin bon, peu importe d'ailleurs. Enfin si, je vais l'écrire avec des bras et des quêtes, mais... Mais peu importe, ce que vous voyez, c'est que d'un côté, h de phi et psi, ça vaut ça, et de l'autre, h de phi et psi, ça vaut h de phi 0, psi 0. Hein, puisqu'on vient de voir que le produit scalaire entre deux vecteurs restait ce qu'il était au début. Tout le temps. Donc ce que vous voyez, c'est que quels que soient les vecteurs dont on part, phi 0 et psi 0, le produit scalaire entre phi 0 et psi 0 est égal au produit scalaire entre phi 0 et u croix u psi 0. Ceci est vrai quel que soit phi 0 et psi 0. Par conséquent, cet opérateur-là, c'est l'identité. Tout simplement. Eh bien, un opérateur tel que son adjoint fois lui-même, c'est l'identité, ça s'appelle un opérateur unitaire. Définition. Un opérateur U est dit unitaire si U croix U égale U croix
égale l'identité. Et par conséquent, la propriété que deux vecteurs différents restent différents, deux états différents restent différents au cours de l'évolution, implique que l'opérateur d'évolution, dont on a vu qu'il était linéaire, qu'il ne dépendait que de la différence des instants de départ et d'arrivée, et voilà, est en fait un opérateur unitaire, ce qui est extrêmement contraint. D'abord, ça veut dire qu'il a un inverse. S'il est unitaire, il a un inverse, et son inverse, c'est justement son adjoint. Et ça contraint énormément. Donc, quel que soit le système physique, quelle que soit la situation, l'environnement, etc., toutes les évolutions de tous les systèmes physiques possibles et imaginables sont toujours des évolutions unitaires, c'est-à-dire qui se traduisent par un opérateur qui vérifie ceci, qui est l'inverse de son adjoint. Alors ça, c'est vrai tout le temps, sauf dans l'interprétation de Copenhague, au moment de la mesure. Voilà pourquoi ça n'a pas le moindre sens. Il n'y a pas de raison que la mesure échappe aux lois de la physique complètement générales qu'on vient d'écrire ici. Mais vous voyez bien que quand on fait une mesure, on projette un état dans un système dans un certain état, et donc deux états différents peuvent conduire au même. Et ça viole l'unitarité, et en particulier, ça viole la réversibilité, puisqu'une fois que vous êtes projeté, vous ne savez pas d'où vous êtes venu. Donc, dans l'interprétation de Copenhague, l'évolution du système juste au moment de la mesure n'est pas unitaire, sinon tout le temps. Je vous laisse conclure. Bon, allez, j'aurais aimé faire l'hamiltonien, mais on fera ça à la rentrée. Reposez-vous bien, travaillez bien, et à lundi en 8 alors.